Ravi de vous retrouver pour le deuxième lundi consécutif, cette fois-ci avec beaucoup de poivre à moudre après ce week-end d'ouverture en Belgique. Le Nieuwsblad à samedi, Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. Et puis on anticipera évidemment dans ce podcast, on connaît nos classiques. Deuxième du nom de l'année 2024. Les courses à venir, le Grand Prix Samin ce mardi, le Grand Prix Criquet-Lyon, l'Estrade Bianche samedi. Et puis les premières courses à étapes de préparation. On pense à Paris-Nice et à Tirreno-Adriatico. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets de débat pour les habituels débatteurs de ce podcast. On connaît nos classiques que l'on va saluer dans un ordre différent que la semaine dernière. Il faut pouvoir s'amuser comme on peut aussi. Et donc je me tourne vers Gérard Bullens que je salue aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour Sam, bonjour à tous pour l'amusement. Merci beaucoup. Oui, et puis votre sourire nous fait grand plaisir. Oui, mais ça sert pour entrer à la RTBF notamment. Il faut sourire et faire un clin d'œil. Mais vous êtes là et le grand sourire Absolument. vous a permis à cette barrière de se lever Oui. et à votre véhicule de pouvoir se stationner. Exactement. À Gérard de stationner son véhicule puisque vous n'avez pas encore une voiture qui roule tout seul. À vos côtés, et il était au commentaire. On a déjà appris beaucoup de choses ce matin là, vraiment. Au commentaire du Nieuwsblad et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Lui, il est rentré parce qu'ici, il est connu comme le loup blanc et que sa carte fonctionne. Rodrigo Benkens. Je vous souhaite une excellente journée, chères auditrices, chers auditeurs, chers amis autour de la table. Et il est arrivé en prenant les transports en commun, en évitant ainsi les tracteurs sur l'autoroute. Et il a aussi pas mal de choses à raconter après avoir interviewé les principaux acteurs de ce week-end d'ouverture en Belgique. Bonjour Jérôme Elgers. Bonjour Samuel, bonjour Gérard et Rodrigo. Alors, on va débuter, avant d'aller plus loin dans les débats, sur une impression d'ensemble de ce week-end d'ouverture. Personnellement, j'ai plutôt le sourire et on s'est bien amusé en radio sur Vivacité, sur le canal DAB. Je pense aussi, Rodrigo Benkens, que vous vous êtes bien amusé en télévision. Oui, Fast and Furious, c'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier ce week-end, avec tout de même record de moyenne pour les deux courses. On n'a jamais roulé aussi vite, ni au Nieuwsblad, ni à Kuurne, depuis la création des deux épreuves. Et évidemment, ce contexte-là, pour des commentateurs, à un moment donné, est un contexte idéal, puisque, comme on dit dans ces cas-là, on n'a pas le temps ni le devoir de meubler. Ça a bougé du début à la fin. Je dirais même que mes confrères de Sportza étaient très embêtés parce que samedi, ils ont failli rater le moment essentiel. Ils l'ont même un peu raté, et dimanche aussi. Donc déjà, on prend le direct très tôt, mais on aurait pu le prendre encore 10 à 15 minutes avant pour tout comprendre. Donc, ça veut dire que c'est la bagarre du début jusqu'à la fin. C'est ce nouveau cyclisme un peu de ces dernières années. On n'a pas besoin uniquement d'avoir Evenepoel et Van der Poel dans le peloton pour que ça arrive. Ouais, et sur le Kuurne-Bruxelles-Kuurne, nous on a souvent un scénario plus facile, plus logique, plus traditionnel. On s'est également bien amusé ce dimanche. Gérard, votre opinion globale à l'issue de ce week-end? Mais le niveau, évidemment, comme vient de le dire Rodrigo, la finale commence à plus de 100 km de l'arrivée en général, et la différence qu'il y a entre ceux que je vais appeler les gros bras et les coureurs qui sont des coureurs, disons, traditionnels, normaux, dans les équipes de second niveau, cette différence grandit énormément, et je sens qu'en deuxième ligne, même pour ces équipes, je vais dire, qui ne sont pas les grosses formations du World Tour, ça va devenir très très compliqué d'aller chercher des partenaires. Vous ouvrez déjà un sous-débat en discutant simplement quelques instants sur ce week-end d'ouverture. Jérôme, je pense que vous avez le sourire aussi après ce week-end, bien couru derrière les interviews, mais de chouettes interviews aussi, et on réentendra Arnaud Delis dans quelques instants. Un week-end positif, je pense, égoïstement pour les journalistes que nous sommes, mais pour le cyclisme en général surtout. Oui, moi je voulais justement rebondir sur les propos de Gérard parce que je voulais déjà déposer quelque chose sur la table. Après ce week-end, moi je me demande s'il ne faut pas créer une super division du cyclisme au-dessus du World Tour où il y aurait finalement les Visma et les UAE Emirates. Et voilà, ils font une super division à deux et on voit au bout de l'année laquelle des deux équipes est la meilleure. Parce que quand on regarde les différents podiums, et pas qu'en Belgique, pas que sur le Nieuwsblad et sur Kuurne, quand on voit ce qui s'est passé en France aussi, ben voilà, il y a ces deux équipes qui sont, et en Espagne, il y a ces deux équipes qui vraiment ce week-end étaient au-dessus du lot. Et ça n'est pas spécialement rassurant de dire ça.
Non, parce que voilà, elle gagne presque toutes les courses et finalement il y a nettement moins de compétition. Et le danger, c'est peut-être d'arriver à une situation un peu comme en Formule 1, où il y a un pilote qui gagne presque 3/4 des grands prix. Attention à ça aussi. Mais les Néerlandais peuvent se planter tactiquement, ça c'est quand même un enseignement, et l'équipe des Émirats à domicile peut aussi avoir un mauvais jour. C'est vrai. Hein, et ils sont tous passés par la fenêtre hier dans l'étape reine du Tour des Émirats Arabes Unis. Un tour sur lequel je ne doute pas que nous allons revenir parce que pour moi, l'homme du week-end et le Belge du début de la saison, il a 22 ans, il s'appelle Lennart van Eetveld. Et effectivement, ce Tour des Émirats, on peut en tirer pas mal d'enseignements. Allez, je reviens d'abord sur ce Newsblatt et on donnera à Van Eetveld la part d'audience et de visibilité qu'il mérite. Et notre invité d'ailleurs dans quelques instants ne sera autre que le patron sportif de l'équipe Lotto Destiny, notre ami Stéphane Lo, avec qui on aura beaucoup de sujets sur la table. Le Newsblatt, c'est Visma Rodrigo. Vous avez tendu la perche, donc je la saisis à pleine main. Les Visma et cette tactique qui aurait pu finalement foirer dans le final. Ce Jorgensen qui attaque, qui met à mal ou dans une position délicate ses deux équipiers dans l'ex-groupe de 6. Le retour dans le mur de Grammont, je résume évidemment et je schématise. Sans Tratnik, eh bien, ils auraient pu tout perdre, les Visma, effectivement. Ouais, Visma a gagné. Ah oui, c'est un peu comme le vainqueur a toujours raison. Hein, le coach qui gagne a toujours raison. Donc point barre. Après tout ce qu'on peut raconter. Maintenant, moi ce qui m'a fort surpris, c'est l'interview de Wout van Aert samedi, quand il dit une fois qu'on arrive avant le mur de Grammont et qu'on est à 6, dont 3 de la même équipe, moi je pensais qu'on allait faire tourner, comme on dit. Parce que si on arrive au sommet du Bosberg à 6 et que tout tourne bien, c'est très probablement un des 3 qui gagne. Et quand on voit le sprint, peut-être même Van Aert lui-même. Alors j'ai pas compris. Pourquoi Laporte attaque? Pourquoi Jorgensen attaque? Parce qu'à partir du moment où les deux autres Visma attaquent, ça sème la zizanie dans le groupe. Et sans ça, je pense pas que malgré un super Wellens, il y a un regroupement au sommet du Bosberg. Deuxième étape, bravo à Tratnik, mais Van Aert est le plus rapide du groupe. On peut discuter avec Dely aussi, mais à un moment donné, il y a plus d'autres véritables sprinters. C'est à Tratnik à prendre l'initiative d'attaquer. Qu'il aille contrer une attaque de Pollitt ou d'un autre, ou de Wellens, ok, mais il prend l'initiative. Ça a été beaucoup moins médiatisé, la Classica de Jaén, quand Van Aert crève dans le premier secteur des graviers et que on ne demande, parce que c'est pas leur faute aux coureurs, la direction ne demande ni à Kuss, ni à Tratnik de l'attendre. Il y avait que 20 secondes à boucher. Après, quand il y a 1 minute, on dit on joue la carte des deux autres. Oui, quand on est à 1 minute et qu'on n'a pas d'équipier, c'est fini, on ne revient plus. Bref, je suis quand même très très surpris. Et à un moment donné, on a senti, Van Aert ne le dira jamais assez, mais de nouveau, qui est le vrai patron dans cette équipe? Mais qui est le vrai patron? Je terminerai en disant que si c'est Van der Poel, ça n'arrive jamais ce qui arrive samedi. Jamais. Jérôme, vous qui avez donc interviewé 3 fois Wout van Aert ce week-end, est-ce que vous avez perçu un quelconque énervement, surtout samedi évidemment, de Van Aert après ce déroulement de course? Dans les interviews, pas du tout, non. Et puis, il est assez filou pour ne pas le transmettre. Oui, c'est ça, il va réussir à le cacher s'il y a de l'énervement. Par contre, on a vu qu'à Kuurne, il y avait quand même beaucoup de joie lors de sa victoire. Alors, est-ce qu'il aurait préféré gagner le Newsblatt ou Kuurne? Ça, on ne sait pas. En tout cas, il a gagné Kuurne et ça ajoute une ligne à son palmarès. Ça fait une Flandrienne de plus pour lui. Alors, pour rebondir sur ce que disait Rodrigo, peut-être que finalement, il y a une abondance de biens et c'est quand même pas facile de gérer une équipe avec 6 leaders. Et moi, je me demande si à 3, il n'avait pas peur justement de la pointe de vitesse d'Arnaud Dely. Peut-être que Laporte et Van Aert ont dit dans l'oreillette, il a l'air costaud le Dely, on n'est pas certain de le battre au sprint, et donc ils y sont allés à tour de rôle. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a guidé la tactique des Visma. Ils ont aussi alors, en agissant de la sorte, un peu affiché un semblant de fébrilité par rapport à la concurrence. On sait qu'avec les oreillettes, ça va très vite, que tous les directeurs sportifs ont les images dans la voiture, et on peut très vite dire, attention, Jorgensen est sorti, derrière ça va un peu moins se relayer, on peut revenir, on peut réactiver la chasse en tête du peloton. Ça a réveillé la concurrence.
l'assurance. Quand je vois le groupe de 6 avec Arnaud Delis qui est un pur sprinter, si on l'emmène à l'arrivée, je pense que même à 6, ils sont battus clairement. Et je pense que, comme l'a dit Jérôme, ils ont eu un peu peur de cette présence. Maintenant, tactiquement, comment se jouent les choses? On a des ordres qui viennent de la voiture, du directeur sportif de service. Et j'ai lu quand même aussi que Tratnik dit dans son interview, quand Wout te dit que tu peux y aller, que tu peux gagner, ça te donne des ailes. Alors il y a deux manières de comprendre les choses. Il veut le même casque que Wout, c'est une possibilité, mais d'une autre manière, c'est aussi offrir la victoire par rapport à quelqu'un dont on aura fort besoin dans les 2 grands événements que Wout vise vraiment. Est-ce qu'il était un peu frustré? Sans doute, oui, parce que quand on est 6 et qu'on a quand même sa pointe de vitesse, on peut aller, selon moi, rivaliser avec Arnaud Delis. Je suis persuadé qu'Arnaud aurait gagné, et ça c'est une autre chose, parce que Arnaud m'a donné l'impression dans ce groupe d'être effectivement un des 2 plus forts avec Tom Squins, qui a commis une erreur en attaquant beaucoup trop tôt, lui. Mais je pense que dans la peau d'un directeur sportif, le but, c'est que l'équipe qui est bien représentée avec 50% de l'attaque, c'est de gagner. Et je pense qu'ils avaient peur, effectivement, d'Arnaud Delis, de façon très très justifiée. Et je pense aussi qu'un Tim Willems, dans la forme du jour, aurait dû profiter de la situation. Mais on peut aussi souligner, d'un niveau tactique, le moment où Tratnik part, c'est quand même bien joué, parce que c'est le moment où il y a tout ce regroupement, on se réorganise, on regarde qui est là, et en attendant, il y en a un qui est parti avec Pollitt. C'était le bon moment pour attaquer. En tout cas, là, il a bien senti les choses. Mais je reste aussi convaincu que si ça arrive à 6, que Delis probablement gagne. Maintenant, l'idée, c'était d'être à 6 au sommet du Bosberg et d'alors jouer sur la supériorité numérique. C'est ça un petit peu l'analyse. D'ailleurs, vous avez bien vu le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait, Van Aert? Il a mis le feu aux poudres tout de suite et il a bien veillé à être dans une échappée où il n'y avait pas d'équipier avec lui. Ça, c'est quand même un enseignement dont il faut tenir compte. À un moment donné, plus l'équipe est étoffée, et je reste convaincu que Visma, même si l'équipe a perdu Van Hooijdonk, est plus fort parce que Tratnik n'avait pas pu donner sa pleine mesure il y a 1 an dans les classiques pavés, et Jorgensen est un vrai plus. Malgré tout, plus Van Aert est entouré, plus ça a l'air compliqué pour lui. Parce que ça offre des possibilités aux autres. C'est une question de stratégie. Moi, je voudrais que Van Aert parle plus souvent à la première personne du singulier. Qu'il arrête plus égoïste. Nous, on, qu'il dise plus égoïste. Je. Et je pense que c'est ce qu'il a fait hier sur Kuurne-Bruxelles. Il a dit maintenant, mais au Tour des Flandres, il peut pas faire ce qu'il a fait à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, attaquer à 70 km de l'arrivée. Ou alors, il faut que Van der Poel parte avec lui. Mais sur ce week-end d'ouverture 2024, y compris le 2023, 3 équipiers de Van Aert auront été chercher une magnifique classique. Van Baarle l'an dernier sur le Nieuwsblad, cette année sur le Nieuwsblad Tratnik, l'an dernier sur Kuhn Benoot. Et puis alors on se rappelle du cadeau évidemment à Wevelgem. Oui, mais ça, on avait dit la même chose que maintenant. On avait dit l'année dernière, oh c'est génial, Van Baarle, Benoot et Laporte vont se mettre à plat ventre pour Van Aert au Tour des Flandres. Le seul problème qu'on a oublié, c'est qu'il n'avait pas les jambes suffisantes pour suivre Pogačar et Van der Poel. Donc à un moment donné, c'est bien de faire des cadeaux au début de saison. Mais je crois que là, Van Aert en est un peu revenu. On va faire des cadeaux. Peut-être qu'il y avait un petit cadeau samedi, quoique, il y a pour moi l'énigme Berendries, il n'arrive pas à boucher le trou sur... et il en est conscient. Il en parlé à l'interview. Donc, avec Cyril Saucrin, quand on a débriefé entre nous la course, on s'est dit, ce Van Aert-là, on parle de celui de samedi, il va pas battre un Van der Poel à 100%. Maintenant, il est meilleur le dimanche que le samedi depuis le début de la saison. Ça, c'est peut-être quand même intéressant quand on sait quand se passe Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Oui, et puis je pense que, comme vous le dites, Rodrigo, à un certain moment, Wout van Aert doit s'imposer dans son équipe. Parce que si on fait la comparaison que vous avez faite avec Mathieu Van der Poel est le patron de son équipe, mais il est dirigé par des Belges. C'est le contraire de l'autre côté. Le Néerlandais, il est à la base de la formation de l'équipe, c'est le patron. Et Wout est un soldat, un bon soldat forcément, mais s'il ne s'impose pas dans cette équipe-là, vous l'avez dit, moi aussi je pensais que ça se déroulerait sur le Bosberg ou au sommet du Bosberg avec les 6 en question, attaquer à tour de rôle et peut-être laisser la dernière attaque à Wout lui-même.
Mais le problème, c'est l'arrogance de cette équipe néerlandaise. Et donc, ils ont toutes les raisons de l'être, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné les 2 courses d'ouverture. Non, ils ont gagné les 3 courses d'ouverture avec Marianne Vos aussi. Hein, c'est vrai. Qui a réglé tout le monde. Je n'ai pas roulé pendant l'hiver. C'est sans doute ma dernière saison. Ça va être quand même compliqué. Première course, elle règle Kopecky qui est au-dessus du lot. Le bilan du week-end, toutes courses confondues, c'est Visma, Hirschi et Van Eetvelt. Hein. Oui, et c'est bien d'avoir Van Eetvelt, effectivement. Courses, hein. Là au milieu, il a gagné le 3, Wevelgem, le Nieuwsblad et Kuurne, désormais Van Aert. Il reste quoi? Dwars, Vlaanderen et le Ronde. À la Flandre, le Ronde et alors Roubaix, qu'on ne met pas dans les Flandriens, mais dans les classiques flamands pavés. C'est quand même impressionnant. Et à travers la Flandre, il n'a participé qu'une fois. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Donc, et Kuurne, c'était la première fois. Jonas Kreter, qui est le grand spécialiste de ce genre de statistiques, rappelait que gagner Nieuwsblad, Kuurne, Bruxelles, Kuurne, entre parenthèses, le seul en activité qu'il a fait, qui a fait le doublé, c'est Stuyven. Maintenant, c'est Van Aert. Plus, comme vous l'avez dit, Gant, Wevelgem et le 3. Un gars l'a fait, hein. C'est Jan Raas, hein. On parle d'une époque, il y a bien longtemps, il y a plus de 40 ans. Lointaine. Et ce qui est intéressant et statistique que vous aimez rappeler, Rodrigo, chaque année, le vainqueur du Nieuwsblad ne remporte jamais la même année le Tour des Flandres. Il a peut-être bien fait samedi, Van Aert, de laisser partir Tratnik. On en reparlera évidemment le 31 mars. Et il y a beaucoup de vainqueurs du Tour des Flandres qui n'ont jamais gagné le Nieuwsblad, comme Tom Bonen par exemple. Alors un mot, parce qu'on a bien parlé et bien débattu des Visma et de Wout van Aert, un mot, parce que dans votre commentaire, Rodrigo, dans le mien aussi en radio, on a tous été un petit peu interpellé, non, mais on a été surpris évidemment par tout l'amour que mettait Pollitt pour emmener Tratnik vers la ligne d'arrivée, et on se rappelle de ce Paris-Roubaix et du même comportement de Pollitt avec Philippe Gilbert, finalement battu Pollitt au sprint sur le Vélodrome. Pollitt, il a un beau palmarès de 2e place, même s'il a été champion d'Allemagne, qu'il a gagné le Tour d'Allemagne, qu'il a gagné une étape sur le Tour de France. Gérard, vous avez été coureur, vous avez été DS. Moi, j'ai envie de le comprendre. Pollitt, il vaut mieux terminer 2e que 150e. Dans son cas, vous êtes DS, vous lui dites quoi au moment où il prend la route Tratnik? Je pense que dans cette situation-là, je lui dis aussi de continuer à rouler, mais de faire ça intelligemment et d'encaisser un peu pour ses équipiers. De négocier. Absolument. Réponse que je n'attendais pas, ou que j'attendais peut-être. Non, mais non, c'est la réalité. Ce sont des coureurs professionnels. Leur carrière est de plus en plus courte. C'est vrai que leur salaire est supérieur à ce qu'on a connu par le passé, en tout cas à mon époque, où on courait effectivement à la musette, c'est-à-dire le nombre de kilomètres on avait fait, on avait une petite compensation en francs belges, pas en euros. Ça fait quand même de grosses différences, mais au-delà de cela, je pense que Pollitt est un coureur qui a bien compris que, n'ayant pas de sprint, il doit se contenter d'aller faire de belles places en participant à une échappée. Et qui aurait pu changer la donne vraiment, je ne sais pas. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Un Tim Wellens, dans la forme qui est la sienne actuellement, aurait dû tenter quelque chose quand il était à 6 et profiter vraisemblablement des rivalités et des hésitations. Alors on sait bien qu'il y avait de très très bons coureurs à côté de Wout qui auraient dû faire le travail, mais on ne sait jamais. Si on ne tente rien, on n'a rien. Hier, il a fait une très très belle course, mais il savait aussi qu'en allant à l'arrivée avec Lascano et Wout, ce qu'il pouvait prétendre de mieux, Tim, c'était une 2e place. Tim Wellens qui semble quand même un peu transformé, transfiguré avec son transfert. Il y a eu la chute l'an dernier sur le Tour des Flandres, mais avec ce transfert chez UAE, avec l'objectif évidemment de rejoindre la sélection sur le Tour de France. C'est Van Aert, l'homme du week-end d'ouverture. Ce sont les 2 seuls coureurs qui étaient dans le coup. Pas oublier que Tim a réussi à boucher le trou tout seul dans le Mur de Grammont. Impressionnant. Ça, c'est quand même très impressionnant. C'est peut-être là qu'il lui a manqué un peu de jus pour faire ce que Pollitt a fait après le Bosberg, parce que c'eût été plus compliqué pour Tratnik quand même avec Tim Wellens qu'avec Pollitt. Le reste, c'est Dankeschön, Pollitt qui est certainement très heureux. Ce que j'ai pas compris chez Pollitt, ça n'est pas qu'il se donne à fond, parce que je pense pas que sans Pollitt, Tratnik gagne, mais c'est le fait quand même que lorsqu'on arrive sous la flamme rouge, là, à ce moment-là, il doit s'arrêter. Dans le dernier kilomètre. Au moins. Mais quand il passe encore devant jusqu'à 300 mètres, 250 mètres. Il a fait le poisson pilote. À un moment donné, je veux dire que si Pollitt avait eu le maillot d'Jurgensen, c'était la même chose, quoi. Donc, à un moment donné, là, on se dit, c'est peut-être pas finement joué, mais
Voilà, il y a d'autres choses qu'on se demande. Hein. Pourquoi ils sont revenus jusqu'à 15 secondes? Faut pas tout mettre aussi là-dessus. Arnaud Delis, il lui a peut-être manqué un équipier avec lui, mais on parle d'équipe World Tour, du top World Tour, dont ne fait pas partie l'équipe Lotto Destiny. Pourquoi Campenarts a-t-il été fait excusez-moi, cette idiotie à 2 heures de la course? Il est parti, comme on dit, en chasse-patate. C'est peut-être là qu'il a manqué les 15 secondes pour revenir. Et alors, dernière chose, c'est la collaboration. Parce qu'on a quand même compris que certes, Visma peut parfois se planter, mais il ne faut pas se planter toujours. Il y a une telle force collective, à part un phénomène comme Van der Poel sur le Tour des Flandres. La chance des autres équipes, c'est de s'unir, ce que personne n'a fait, ni samedi ni dimanche. L'attitude des Lidl après le Bosberg, ils étaient encore à 4. Ouais. Pourquoi on ne relaie pas? Pourquoi on met pas un gars, sacrifions peut-être pas Stuyven, mais Teuns ou Kirch qui étaient là? Pourquoi après on le tout fait le travail effectué par Skuins en amont. Allez, dernier retour sur ce week-end d'ouverture avec un petit focus sur l'équipe qui dominait ces classiques il y a encore quelques années. Le fameux Wolfpack de Patrick Lefevere, la Soudal Quick-Step. On va pas ici refaire le débat sur l'ADN de l'équipe qui a évolué, etc., etc. Mais on a quand même vécu une semaine particulière. Quand on s'est quitté il y a une semaine après l'enregistrement du premier épisode de ce podcast, on n'imaginait pas qu'il se passerait ce qui s'est passé avec cet article sorti par le magazine Humo, avec les propos de Patrick Lefevere vis-à-vis de Julien Alaphilippe, avec la réaction de la compagne de Julien Alaphilippe, Marion Rousse. Et si on va plus loin, mais on ne débattra surtout pas de ça, avec la réaction aussi de la compagne de Philippe Gilbert, on avait l'impression de se trouver entre Secret Story et l'île de la Tentation. Je dis ça en rigolant, mais ça n'est pas très beau et très agréable à voir. En revanche, au niveau sportif, et c'est ça qui nous concerne, est-ce que ça a pu avoir des conséquences sur le déroulement des courses si on s'arrête au focus du Wolfpack ou pas? Bon, je pense que si Julien Alaphilippe tombe 2 fois, il y a une part de ça. Pas dedans, pas concentré. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets et bien dans sa tête évitera plus facilement les chutes. Tombe quand même 2 fois sur une seule course. Alors c'est vrai qu'ils ont été très très discrets, les Soudal Quick-Step, mais ce qu'il faut rappeler aussi, et ce sera la défense de Patrick Lefevere, et on doit l'entendre aussi, c'est que l'équipe elle a mué vers une équipe pour les courses à étapes, autour de Remco Evenepoel. Alors oui, il y a encore Alaphilippe, il y a encore Asgreen, il y a encore Lampart, mais on sait très bien que ce ne sont plus les coureurs d'il y a 3-4 ans. Et on a amené quasiment aucun renfort dans cette équipe pavée. Moscon peut-être juste Moscon, mais on sait aussi que Moscon n'est plus le coureur qu'il était il y a quelques années. Donc au final, voilà, on peut pas non plus leur jeter la pierre. C'est pas vraiment. Ils sont à leur place. C'est pas vraiment ce débat ou pas en amont, ils sont à leur place. C'est pas vraiment surprenant. Et ce que Patrick va dire aussi, c'est que si on regarde de manière plus large, aux Émirats, il y a Merlier qui a été collectionné les victoires. Et c'est l'équipe qui a le plus gagné. Donc en termes de statistiques, les chiffres sont là. Par contre, la présence sur leur week-end, est 4e du général. Bien sûr. Et Hirt, sauf erreur de ma part, était 2e au Tour d'Oman. Donc la mutation, ne concerne pas que Remco et Evenepoel. Rappelons aussi quand même, quand on dit Moscon a volé, moi j'étais quand même, voyons le positif, voyons le verre à moitié rempli, quand on voit d'où vient Moscon, ça n'est pas si mal. Si Moscon peut encore progresser, il risque d'être beaucoup plus utile qu'on ne le croit. Donc moi je dirais que c'est peut-être encore une des rares bonnes nouvelles du week-end. Mais qu'est-ce que vous voulez? Au moment où les choses sérieuses commencent, vous n'êtes déjà pas cité parmi les favoris, et vous voyez une image avec au sol Julien Alaphilippe, comme Jérôme a très bien expliqué le contexte psychologique, qui est évidemment épouvantable, ça devient un cauchemar, quoi. Voilà, et Asgreen à côté. Oui, les deux. Et même Sénéchal. C'est l'ancien de la maison. Enfin, on se dit, mais c'est dingue, quoi. À un moment donné, sur les classiques flamandes ce week-end, oui, visiblement, les astres n'étaient pas du tout du côté de l'équipe Soudal Quick-Step. Non, mais ça date du mois d'août. En fait, depuis le mois d'août, on sent qu'il y a des tensions dans cette équipe qui sont créées par des éléments extérieurs. Parce que je peux vous entendre, Gérard, sur la sortie, même si
le contexte n'est pas clair et que ses propos datent d'il y a bien plus longtemps que ce que l'on peut penser, mais cette sortie de Patrick Lefebvre, je reviens vers vous parce que vous êtes le seul ici autour de cette table à avoir dirigé une équipe cycliste. Oui, parce que je connais très très bien Patrick aussi et je lui apporte beaucoup de valeur dans le milieu du cyclisme belge, que j'ai été rechercher l'article complet pour le relire et que je trouve que c'est exagéré, sorti de son contexte au moment où il l'a dit. Ce qu'il a dit est confirmé par beaucoup de coureurs de l'équipe. Mais est-ce qu'il faut le dire Est-ce qu'il fallait le dire à des journalistes? Selon moi, non, pour être clair. Mais c'est la manière de communiquer de Patrick Lefebvre qui a un but réel, c'est d'inverser la situation et de faire en sorte que le gars qui est sous contrat chez lui, qui est relativement bien payé, soit encore remotivé par la chose. Piquer l'ego, exactement. C'est sa manière de fonctionner. Et depuis un certain temps, cette manière, sans doute, avec le développement des réseaux sociaux, tout ce qui est dit ne fonctionne plus. Je pense que très très franchement, et j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps à la présentation de l'E3 d'en parler avec Patrick, il est arrivé à un moment où son mode de fonctionnement va être perturbé par des éléments extérieurs. Il devra revoir cela. Mais est-ce que à son âge on a encore cette envie de revoir cela, etc. Dans son fort intérieur, lorsqu'il a dit ça à un journaliste, son but, parce qu'il aime beaucoup Alaphilippe, c'est de relancer Alaphilippe. Maintenant, est-ce qu'il fallait mêler Marion Rousse à ça? Je n'en sais rien. Et quand on voit qu'il y a d'autres éléments extérieurs qui viennent là, ça devient évidemment compliqué. Mais pour le coureur, comme l'a dit Jérôme il y a quelques instants, la veille d'une course importante qui est la première de la saison, il y a une vraie perturbation. Il a d'ailleurs coupé le petit bouc à la D'Artagnan. Peut-être que ça l'a perturbé jusque-là, Julien Alaphilippe. Rodrigo, et je conclus le dossier Wolfpack avec cette question. On sera sur le Tour de France pour commenter, on l'espère, de super performances de Remco Evenepoel. Il y a Paris-Nice à très court terme. On sait que le public français, le public en général, on va taquiner un peu les Français, mais peut-être susceptible. On a vu à d'autres époques des imbéciles jeter de l'urine sur un Christopher Froome, par exemple. Là, on a touché à deux icônes d'un coup, Julien Alaphilippe, Marion Rousse. Est-ce que en cascade, ça peut avoir des conséquences pour Remco Evenepoel? La question mérite d'être posée. C'est pour ça que je vous la pose. C'est une évidence. Je dirais que moi, je suis assez serein par rapport à la personnalité de Remco Evenepoel, qui a fait un gros travail, ça n'est plus un secret, de développement personnel ces dernières années, et je crois que lui, il va passer à travers ça. Et peut-être que ça pourrait même encore le fustiger. Le problème de Remco, c'est de rester, comme on dit, c'est très à la mode maintenant, focus, concentré. Et je crois qu'il va le faire. Maintenant, vous avez raison de mettre ça là-dessus. Si vous demandez à Eddy Merckx, quand même, dès la fin du Tour 1970, qui n'était que sa deuxième victoire sur les 5, en 1971, déjà, les organisateurs voulaient changer, mettre moins de montagnes pour ceux qui pensaient qu'ils grimpaient trop bien, ou en mettre plus pour ceux qui grimpaient moins bien, depuis ça, parce qu'il était tombé. Enfin, je vais pas refaire l'histoire de Merckx, mais on a senti de plus en plus de l'animosité au sein du public, et l'animosité est devenue pas seulement quelque chose de mental, mais de physique, puisqu'il a quand même reçu un coup de poing. J'ose croire qu'on n'en arrivera pas là, mais il faut être prudent, et je pense que maintenant c'est un des enjeux, c'est de jouer sur cette communication, parce qu'avec ce qui s'est passé, avec cette fusion avortée, dont il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact que ça a eu, on est en train, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est un cendrier où je vais pas donner une métaphore pour les fumeurs, mais disons une belle poterie qui est tombée, qui s'est brisée, on a recollé les morceaux, mais on voit encore les traces. Et cet épisode-ci pourrait avoir des conséquences. Il faut travailler la communication maintenant. Je ne sais pas par où ça passe. Ça peut même aller est-ce que c'est aller jusqu'à une sélection inattendue de Julien Alaphilippe sur le Tour de France? Je n'en sais rien, mais il faut réfléchir à cet aspect-là, car le public français peut être très très dur quand on touche à ses idoles. Vous avez raison de le dire. Oui, mais le public français est aussi un peu moins connaisseur que le public belge ou italien sur le bord des routes. Il faudrait que le public fasse le lien entre Remco et Patrick Lefebvre. N'oublions pas que Remco, dans ce dossier, n'a jamais rien dit. Tout à fait d'accord. Et c'est le nom de Patrick Lefebvre qui était en pâture dans les médias français. Je suis pas convaincu que ça fasse sourire, en tout cas,
Remco Evenepoel non plus. Cette sortie de Patrick Ça n'est certainement pas à son avantage. Non. Ça, c'est vrai, mais nous sommes autant que si ça doit arriver, ça ne doit pas arriver. Soyons clairs, ça ne doit pas arriver. Cette situation-là, ça doit rester en interne. Il se fait que c'est sorti, ça a fait le bruit que ça a fait. Vous avez bien dit, on sort du sport, on est dans la vie privée. Mais autant que ça arrive au mois de février, il y a encore le temps de recoller les morceaux et d'essayer de soigner sa com, mais ce sera quand même un élément important, vraiment pour la sérénité de tout le monde. Et Julien Lafilippe qui a eu l'intelligence, sans doute aussi conseillé par le service com de l'équipe Soudal Quick-Step, de ne pas répondre à toutes les questions liées à ce dossier. Est-ce que c'est l'intelligence ou est-ce qu'on lui a demandé? C'est ce que je viens de dire, effectivement. Ouais. Soit conseiller ou voilà. Ouais. Un peu des deux, mais il avait envie de répondre avec ses pédales et malheureusement il est tombé 2 fois. Il avait du moins cette volonté-là de répondre avec les pédales, ça j'en suis convaincu. Après, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. L'invité, il est bientôt là, Stéphane Lô, et donc avant de l'accueillir, on va nous rappeler la performance de week-end, les différentes performances. Si on a déjà évidemment un peu discuté de celle du Nieuwsblad du Kuurne-Bruxelles-Kuurne, mais à l'étranger aussi, on a roulé et beaucoup roulé avec notamment le succès de Vingegaard au Gran Camino. En Espagne, 5e place finale de Kian Uijtdebroeks. On a vu sur les courses françaises une équipe UAE, notamment sur la Drôme en Ardèche, très performante. La victoire samedi de Ayuso, la victoire hier de Hirschi devant Ayuso. Et puis, au Tour UAE, au Tour des Émirats Arabes Unis, la victoire dans la dernière étape. Et de quelle manière? Et la victoire au classement général d'un certain Van Aert. Vous avez peut-être vu, nous on les a vus, les images de l'arrivée de Van Aert qui secoue son vélo dans tous les sens, qui a une envie de bien faire extraordinaire, qui a aussi une cadence de pédalage assez extraordinaire, ce gabarit de grimpeur. Et cette victoire finale, Rodrigo le disait, mais je vous pose d'abord la question, Jérôme, c'est oui pour nous Belges peut-être aussi la victoire du week-end, la performance du week-end dans une course World Tour très relevée. Il a lâché dans le final des garçons comme Bilbao, O'Connor, Storer, Walter, Verona, Van Wilder aussi qui est arrivé en 7e position. C'est énorme, énorme. Il a 22 ans. Ouais, il est peut-être en train de récolter les fruits du Tour d'Espagne de l'année dernière. Il a fait un premier grand tour et on sait que ça permet aux coureurs d'avoir la caisse, d'avoir le fond. Et alors moi j'ai été impressionné aussi, mais j'imagine qu'évidemment le directeur sportif pilotait aussi dans la voiture, dans l'oreillette, mais il termine l'étape au sprint parce qu'il sait qu'il a le classement général à jouer et on sait que pour cette équipe Lotto Destiny, les points UCI sont évidemment très importants, mais il termine au sprint, il jette quasiment son vélo sur la ligne et puis seulement il lève les bras. Et quand on voit la différence, je crois que c'est 2 secondes, 2 secondes au général avec O'Connor pour les bonifs, finalement, il a bien eu raison de le faire, quoi. On a vu aussi cette image, je l'ai vue en tout cas, de O'Connor et Bilbao qui discutaient en attendant de monter sur le podium, et Bilbao qui lance, c'est pas une interview, qui lance à la cantonade à O'Connor. On a eu Valverde, on a eu Contador, on a eu Froome, et maintenant voilà des jeunes de 20 ans, et il termine en faisant donc on sent chez Bilbao, qui était un grand talent du cyclisme espagnol, une sorte de lassitude, peut-être pas, mais il s'avoue un peu vaincu, d'ores et déjà vaincu par rapport à cette nouvelle génération, Rodrigo. Oui, Bilbao, 6e du dernier Tour de France. O'Connor, il n'y a pas si longtemps, 4e du Tour de France. Et impressionné par Van Aert. Et qui n'a jamais fait un aussi bon début de saison, O'Connor, faut le dire. Quand vous voyez le palmarès de cette épreuve World Tour, c'est Roglic, Adam Yates, Pogačar 2 fois et Remco Evenepoel. L'étape que gagnait aujourd'hui, hier, Van Aert, c'est celle où Remco Evenepoel avait été distancé dans le final par Adam Yates l'année dernière. Donc, on parle véritablement de World Tour. J'ai la même sensation que Jérôme. Ce visage, la rage, c'est pas un homme seul, il sait qu'il a gagné l'étape. Mais il le fait en sprinter, comme s'il y avait besoin de la photo finish. Et si vous voyez, en effet, il lève les bras. Mais pendant presque plus de 60 secondes après l'arrivée, toutes les caméras sont sur lui, il ne jubile pas, il n'exulte pas, alors qu'il vient quand même de gagner. C'est réussi. Non, il veut le classement général. Et comme le dit très bien Jérôme aussi, il gagne pour 2 secondes grâce à une bonif dans une étape de plaine
48 heures plus tôt. Donc ça, c'est aussi très important de la mentalité de ce coureur. Ça veut dire qu'il a pris le départ de ce Tour UAE avec cette volonté d'aller gagner ou de tenter de gagner. Ne donnons pas plus d'importance. Il ne vient pas de battre Pogačar, Vingegaard et Evenepoel. Mais l'attitude, le comportement et tout ce qu'il a anticipé. Voilà. Et n'oublions pas que Van Wilder, si on s'était contenté de la 4e place de Van Wilder, c'était formidable. Les 2 premiers au classement du maillot blanc, c'est Van Eetvelt et c'est Van Wilder. Et Van Zevenant n'est pas si loin. Vous ajoutez Uijtdebroeks, Remco Evenepoel, William Junior Le Serre, qui était excellent, le petit grimpeur Brabançon. Il y a beaucoup de Brabançon, hein. J'apporte juste la nuance. Autour du Rwanda. Il ne sait trop ce qu'il est, mais il est Brabançon flamand d'origine. Il a vécu dans le Hainaut, en Ardennes, et il habite maintenant en Flandre occidentale. On est bien d'accord. Il est belge et tu es talig. Perfect, tu es talig. Yeah. Mais donc, l'enseignement quand même de ce début de saison, c'est une confirmation. Il y a plus de talent en Belgique pour les courses à étapes à venir que pour les classiques, où dans cette génération-là exceptionnelle, Arnaud Delis est un peu seul. Mais quelle belle... Une solitude exceptionnelle, évidemment, avec un tel talent. Mais vous avez vu comment les choses ont complètement bougé, sont complètement déplacées dans le cyclisme belge au cours de ces dernières années. Ça n'est pas désagréable, Gérard, même si on a, nous aussi, cet ADN classique de se dire que dans les prochaines années, on luttera pour les classements généraux sur les courses d'une semaine ou de 3 semaines. Et je rappelle aussi que Van Gils, puisque je ne l'ai pas cité, et Stéphane Helo est dans les starting blocks, 3e ce week-end. On va en parler avec Stéphane Helo dans quelques instants. Mais donc, Gérard, ce n'est pas désagréable de vivre ça aussi. Vous avez vécu plein de choses dans votre longue carrière. Non, mais pour ma génération et celle de Jérôme, effectivement, on est de la génération sans doute bonhonne, vous voyez, cette génération de classiques, de voir maintenant et de profiter de ce spectacle offert par les Belges dans les courses par étapes. La génération de Maurice Garin. C'est vrai. C'est vrai que vous me rappelez Lucien Van Im, Freddy Mertens et Eddy Merckx, mais non, j'espère vraiment que ceci, pour Van Eetvelt, est un déclic, parce que l'année dernière, dans la Vuelta notamment, il n'osait pas aller jusqu'au bout parce que sans doute il n'était pas certain de ses capacités. Aujourd'hui, je pense que il a compris qu'il pouvait essayer des choses et les réussir, et c'est ça qui est important évidemment pour cette équipe qui va, en dehors d'Arnaud Delis, trouver quelques jeunes leaders sur les épreuves internationales à étapes. Je trouve que c'est très intéressant. Et la mutation, elle est aussi intéressante chez Lotto Destiny. Est-ce que Stéphane Helo est présent? Est-ce que Stéphane Helo est avec nous? Il est là, on le salue. Le patron sportif de l'équipe Lotto Destiny. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que vous êtes un patron d'équipe heureux, soulagé, apaisé ce lundi matin dans votre bureau. Bon, disons que oui, c'était un week-end assez productif. Forcément, quand on score au niveau World Tour, comme on l'a fait à l'UAE Tour, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant et qui nous comble. Voilà, les classiques aussi ont été, je dirais, bonnes. Donc voilà, la saison est bien lancée maintenant. On va prendre les choses dans l'ordre, et puisqu'on vient de parler longuement et avec enthousiasme, si vous nous avez écouté, de Lennert Van Eetvelt, vos mots à vous concernant Lennert Van Eetvelt et la progression du garçon qui effectivement a, semble-t-il, passé un cap mental ce week-end. Lennert, on le sait déjà depuis, en tout cas en interne, on sait à quel point il est talentueux. C'est un coureur qui travaille beaucoup, qui est un petit peu dans son monde, dans le sens où il a ses convictions, il est très pointu, très perfectionniste par rapport à son résultat sur l'UAE Tour. Honnêtement, je serais peut-être un petit peu, j'irais un peu loin en disant que je m'y attendais, mais on savait qu'il allait faire un très bon résultat. Comme Harm Van Hoek, s'il n'était pas tombé malade à Oman, je pense que c'était aussi un objectif avec ce binôme-là. Mais Lennert, je rigolais tout seul lorsque dans l'étape de vendredi, ils se sont lancés dans une petite chevauchée qui n'a absolument pas pris beaucoup d'énergie, mais à la réflexion,
Évidemment, les bonifications, il y avait la déception du contre-la-montre qu'il espérait certainement un meilleur résultat. Donc il avait cette rage et cette envie de remonter un petit peu le débours, ce qu'il a fait avec ses 6 secondes, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui la lecture de la course a été parfaite. Rodrigo, vous connaissez bien Stéphane et vous venez de nous donner votre avis sur Lennert Van Eetvelt. S'il y a encore une question à poser, une incertitude. C'est terrible. J'ai envie de lui en poser 10. Non, mais je vais jouer à court terme. Lennert Van Eetvelt a plus d'une corde à son arc. Il grimpe merveilleusement bien, ça c'est pas nouveau. Mais avec quelle ambition vous l'alignez sur les Strade Bianche samedi prochain, Stéphane? D'abord, ça fait partie d'un vœu. On partage toujours le calendrier aussi avec les vœux des coureurs. Donc c'est vrai que lui et Maxime Van Gils ont, je pense, cette capacité de briller là-bas. C'est vrai qu'on arrive sur le Paris-Nice, par exemple. Ça a été une réflexion sans véritable leader pour le classement général. On a Arnaud, effectivement, pour les étapes. Bon, c'est un choix, effectivement, du coureur et du staff sportif du département performance pour essayer justement de faire vraiment un très bon résultat là-bas. Je pense que le parcours leur convient parfaitement à ces deux punchers, grimpeurs pour Lennert peut-être un peu plus que Maxime, mais je pense qu'il y a quelque chose de bien et de beau à faire. Vous êtes un patron heureux, je le disais tout à l'heure, mais quel boulot aussi accompli depuis quelques années pour restructurer toute l'équipe. Vous êtes là depuis 1 an, mais il y a eu cette relégation en division 2 du cyclisme. Le travail paye, vraiment. Ici, on en a la preuve avec ses performances en début de saison. Disons que c'est vrai qu'il faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. C'est un travail continu, que ce soit au niveau sportif, au niveau mental, au niveau de la recherche, au niveau du développement. C'est quelque chose qui prend un temps de fou. Mais j'ai la chance d'avoir vraiment une super belle équipe autour de moi. Je pense que on a restructuré, on change, on améliore. On se trompe aussi, il faut repartir du bon pied et ne jamais baisser les bras. Et c'est vrai que des week-ends comme cela, ça nous redonne un coup de pied aux fesses et qui nous remotive encore plus. Donc je suis ravi, et encore une fois je tiens à saluer les coureurs, mais aussi tout le staff qui nous accompagne, qui m'accompagne et qui me soutient aussi. Les partenaires sans les oublier, mais c'est un travail d'équipe, c'est pas une personne dans ce résultat. Et vous avez aussi remporté d'ailleurs Brussels Sopwith avec le coureur de votre équipe développement, Joshua Giddings. Donc l'équipe d'Evo, on en a la preuve une fois de plus, fonctionne très bien. Gérard Bullens, vous avez été dirigeant d'équipe. Voici un autre dirigeant d'équipe, Stéphane Hello. Oui, effectivement, et je voulais justement revenir sur cette équipe de développement qui me paraît être de très très loin la meilleure équipe de développement en Belgique, avec cette capacité que vous avez à garder vos meilleurs éléments. Alors, quelle est l'implication que vous voulez donner dans le futur à cette équipe de développement qui, pour moi, encore une fois, vous apporte quand même beaucoup de satisfaction en faisant passer vos propres coureurs que vous connaissez forcément déjà fort bien? Je dirais qu'elle est vraiment le socle et la richesse de l'équipe Lotto Destiny, aujourd'hui Pro Team, dans le sens où c'est un travail que Kurt Van de Hoover a amorcé depuis déjà très longtemps, avec Wesley Van Speebroek, notamment, et tous les gens volontaires, parce que c'est beaucoup de monde qui œuvre dans tout cela. Mais elle est pour nous aujourd'hui, pratiquement plus de 50% de l'effectif Pro Team est issu, passé dans les rangs de la Continentale et de l'équipe de développement, puisqu'elle est devenue Continentale que l'année passée. Et c'est quelque chose de très... c'est ancestral, ça existe depuis déjà de très très nombreuses années. Et la capacité de les garder, c'est que d'abord ils s'y sentent bien, c'est qu'il y a un vrai accompagnement, il y a un vrai suivi, et on a surtout l'envie de ne pas brûler les étapes. On le fait avec Lennert, on l'a fait avec Maxime, on le fait avec Arnaud, c'est Alec aussi par rapport à son suivi d'études. On sait que ça prend un peu plus de temps, mais voilà, on est là aussi pour construire des hommes, pas uniquement que des champions, et les choses se passent bien. Après, effectivement, on n'est pas l'équipe la plus riche, donc on a une autre stratégie, effectivement, c'est de construire des champions, découvrir des talents, les accompagner le plus haut possible, en espérant effectivement pouvoir les accompagner le plus longtemps possible. Mais après,
après, c'est aussi une question de moyens. On a cette conscience-là. Alors on va évoquer évidemment les performances d'Arnaud Delis, la performance d'Arnaud Delis samedi, puisqu'il n'a pas roulé hier sur Kurn, mais qu'il sera demain sur le Grand Prix Samin. Mais avant cela, on va réécouter une interview que vous avez peut-être entendu vous-même, Stéphane, interview réalisée par Jérôme qui est à côté de nous et qui vous posera une question dans quelques instants. Interview qui a fait un peu le buzz, mais qui avait aussi cet avantage de montrer toute la fraîcheur d'Arnaud Delis après une course où il a beaucoup donné et qu'il a terminé à la 10e place. C'était donc samedi le Nieuwsblad. Et voici les quelques mots d'Arnaud Delis qui revient sur son comportement dans le groupe de tête de 6 où il y avait donc 3 Visma. J'étais vraiment bien. Puis ouais, on était avec 3 Jumbo, mais au final, je pense qu'ils avaient peur de nous aussi. Parce que... Pourquoi ? Je ne sais pas. Si t'es avec 3 et que tu sais que tu peux gagner, t'attaques pas, tu roules. Et au final, ouais, c'est Traknik qui gagne, mais ils ont joué un peu au poker. Waouh, tu me disais rouler, mais tu me fais rigoler. Vous êtes avec 3, je vais rouler, puis je vais quand même me faire... vous avez compris. Donc au final, c'est quand même fait... vous avez compris. Je pense qu'on est encore trop gentil, on doit déjà pas rouler parce qu'on est qu'avec 2. Et vous savez, ils ont peut-être 3 fois notre budget, donc ça a eu de rouler. Mais on le sait pour la prochaine fois. Il faut jouer un peu plus au poker des fois. Mais voilà, je suis vraiment content de la forme parce que tout le monde pensait que j'étais mauvais, mais j'ai montré aujourd'hui que j'étais bon. Sur les 30 derniers kilomètres, je pense que c'est peut-être moi le plus fort, donc c'est rassurant pour Samin et surtout pour Paris-Nice parce qu'il y a des belles étapes qui me conviennent. Stéphane Holo, vous avez compris vous aussi, j'imagine, tout le monde a compris ce à quoi Arnaud Delis faisait référence. Chouette interview pour nous évidemment les journalistes, mais sur le fond, je voudrais vous entendre sur la réaction d'Arnaud Delis. Il y a beaucoup de choses, son comportement par rapport au Visma, au Jumbo. Il faut intégrer le changement de nom de l'équipe néerlandaise, et puis effectivement son propre ressenti sur sa condition actuelle. Je pense qu'il a dit, on va dire, oui, d'une manière très claire et très franche, la réalité. On n'a pas très bien compris la stratégie Visma dans le sens où, effectivement, à partir du moment où ils ont, dans le Wallenberg, fait tout exploser, s'est retrouvé, ils ont isolé Arnaud, ils se sont retrouvés avec un très bon Skuns, mais qui a quand même assez péché d'un point de vue stratégique, à mon sens. Pourquoi déjà très très tôt on voit Laporte attaquer alors que le break n'est pas fait. On a un point crucial qui arrive, c'est le mur de Gramont et puis Bosberg. Je pense que effectivement quand Skuns s'attaque dans Berendries, on s'aperçoit clairement que Van Aert peut pas y aller. Connaissant un peu Arnaud et connaissant son affection pour Berendries, je savais qu'il jouait un petit peu. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on s'aperçoit que ça va être très compliqué. Donc, nous, notre salut, c'était d'arriver au mur de Gramont, je dirais, groupé et sans débours. Bon, Jorgensen avait fait quand même un bon gap et ça a été plus compliqué et c'est vrai que ça a relancé la course derrière. Donc voilà, ce qu'il dit, c'est juste. Pour le même prix, je pense qu'ils peuvent perdre, ce qui aurait été quand même dramatique avec l'effectif présent sur le week-end d'ouverture. Maintenant, ils ont gagné, donc c'est la loi du plus fort qui prime. Et voilà, mais pour moi, stratégiquement, c'est vrai que ça a été joué avec le feu. Jérôme. Oui, je remets pas du tout en cause la tactique d'Arnaud ou de l'équipe, mais je voulais vous entendre, Stéphane, sur tactiquement après la course. C'est toujours facile évidemment de refaire la course, mais tactiquement, est-ce qu'il y a un regret au sein de l'équipe? Est-ce qu'il y a eu finalement une mini ouverture pour Arnaud ou pas, ou est-ce que on peut refaire la course 100 fois et c'était pas possible pour Arnaud de gagner? Non, clairement, je pense qu'on fait une faute. On perd la course au moment de la création de l'échelon où la vingtaine de coureurs se retrouvent devant. Il y avait juste Jasper de Beust avec Arnaud et je pense que là, effectivement, on manque de vigilance. On le savait. Ça casse pas très loin devant Sébastien Grignard et Brent Van Moer. Cédric Bellens avait eu un incident avant, Campanart aussi, donc c'était un petit peu un moment tendu, mais effectivement, c'est pas normal que nous nous retrouvions qu'avec 2 éléments dans le groupe-là. Merci beaucoup. C'est là qu'on perd la course, clairement. Petite remarque encore de je Rodrigo. voulais simplement, mais très très court, Stéphane. Déjà, on est tous rassurés
par l'état de forme de Dely. Je pense que c'est très important, c'est l'enseignement principal. Au niveau de sa communication, on sent quand même une évolution, notamment après le championnat d'Europe où il avait quand même eu le sentiment de se faire un petit peu pigeonner, pour ne pas dire autre chose. Vous avez compris. Il parle cette fois-ci, il dit les choses, peut-être pas encore à 100% comme il les ressent, mais quand même un peu plus. Demain, pour notre public, c'est important. Il sera le favori, mais je crois que le tenant du titre sera là aussi, Menton. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un groupe de 15 et qu'ils sont là tous les deux? Je vais vous orienter vers Dirk De Mol. Dites, vous êtes breton, pas normand, mais c'est une réponse de normand, Stéphane. Non, mais j'aime bien, sans rigoler, j'aime bien compartimenter les choses. C'est vrai que les échanges de stratégie, elles se font avec mes directeurs sportifs, mais je les laisse toujours maître de la décision. Ce sont eux les patrons sur la course. Je ne me mets jamais dans une situation où je les influence d'un sens ou d'un autre, même si j'exprime effectivement mes opinions, mais j'aime les laisser décider, et je pense que ça aussi, c'est une chose qui a été un grand renouveau au sein de l'équipe. Donc, et j'estime que ce sont eux les experts. Mais voilà, non. Je pense qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de problème de toute manière sur une telle situation. Et je la souhaite d'ailleurs. Demain donc entre Carnion et Dour. Merci beaucoup Stéphane. Remettez aussi tous nos encouragements aux blessés du week-end dans l'équipe. Sébastien Grignard, 36 points de suture. Costaud, sur le côté du genou, un plateau qui est rentré dans la peau et bien profondément. Donc tous nos encouragements à Sébastien Grignard. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, Stéphane Holo, de nous avoir accompagnés. Ce fut un petit peu plus long que prévu, mais avec Stéphane Holo, on sait qu'on peut discuter pendant de longues heures et on aura l'occasion encore de le faire durant cette saison. À bientôt Stéphane. Et effectivement, à bientôt, merci. Nous on se reconcentre. Et on prend la dernière ligne droite de ce podcast sur la course à venir, les courses. Il y a le Samin demain et il y a aussi les Strade Bianche où vous serez, Rodrigo, avec Jérôme pour les interviews. Si vous arrivez à prendre votre avion puisqu'il y a des petites menaces de grève, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Où vous serez donc pour commenter cette arrivée sur la magnifique Piazza del Campo. Vous la voyez comment cette course qu'on le commence à connaître et qui finalement pour le grand public est devenu un 6e monument. Les Strade Bianche sont tout aussi attendus, peut-être plus encore en Italie qu'ici, mais qu'un Milano-Sanremo. On va pas rentrer dans ce débat. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le 6e monument, parce qu'à un moment donné, alors bientôt, on pourra en faire. Je suis d'accord avec vous. Et des courses comme la Flèche Wallonne, Grand Wevelgem, le public adore. Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça match? Pourquoi ça match avec le public? Pourquoi ça match? Parce que c'est très spectaculaire, parce que c'est joli, c'est beau. Quoique quand il y a beaucoup de poussière, on ne voit pas toujours les beaux paysages. Mais voilà. Mais je veux pas rentrer dans ce débat-là. Il y a 5 monuments, point barre. À un moment donné, jusqu'à preuve du contraire. Quand je vois tous les champions qui sont derrière vous, magnifiques, qui sont là, je les regarde, je dis combien seront présents. Alors, Pogačar va être très seul. Ouais. Donc Van Aert, je vous interromps, mais Van Aert pas là, Van der Poel pas là, a priori Girmay pas là, Stuyven pas là, Dely pas là, Pedersen pas là. Donc il y aura du beau monde, Pogačar, Wellens, Yates, Mohoric, Vous pouvez déjà dans citer 3 de la même équipe, Oui, tout à fait. Paules, Illy, Pidcock, Madouas, Grégoire, Martinez, les pépites françaises. Mais effectivement, ni Van Aert, ni Van der Poel, ni Pedersen. Moi, je pense que on n'est pas encore au pronostic, mais que de toute façon, c'est Pogačar. UAE n'est pas Visma. Donc à un moment donné, je pense que ça sera compliqué pour Wellens et pour Ayuso de la jouer à la Tratnik ou à la Laporte. Je pense quand même que ce qui s'est passé ces dernières semaines doit un peu... Vous pensez pas ça doit un peu le démanger quand même, notre ami Pogačar sera son premier jour de course. De voir Vingegaard Evenepoel et Vingegaard ont gagné d'entrée. Je crois que Remco est à 3 et Jonas Vingegaard est à 4 victoires. Avec la victoire finale. Donc à mon avis... Voilà. Alors après, j'aurais pu dire pour un Wellens ou pour un Ayuso, il y a une opportunité en cas de neutralisation des favoris, mais il va se neutraliser avec qui? En général, sur les Strade Bianche, c'est le plus fort qui gagne. Pidcock n'a pas l'air d'être au niveau l'année dernière. Alors, ça peut encore changer. Encore un peu juste.
Alors, on a des Grégoire et des Martinez côté français qui sont costauds, qui sont bien. Surtout Grégoire dans ce genre de Martinez sera peut-être un peu léger, mais surtout Grégoire. Mais bon, il est très jeune, il arrive. Donc tout ça, ce sont des beaux coureurs avec Van Gils, avec vous avez peut-être Simon, je ne sais pas où il en est, Sheffield. Ce sont tous des coureurs. Mais on parle de Pogačar qui doit avoir faim, très faim. Gérard. On connaît vos accointances avec l'équipe UAE et vos contacts avec quelques dirigeants de l'équipe et de la marque de vélo qui les équipe surtout. Ouais. Les derniers échos que vous avez peut-être eu de Pogačar sont bons. Il est indiscutablement chaud pour commencer la compétition et c'était un choix de sa part véritablement de commencer là avec un véritable objectif. Donc je pense que je penserai à lui dans mon pronostic tout à l'heure. On va y arriver très vite. Deux choses importantes par rapport au Strade Bianche. Le parcours a été allongé, donc ça va être encore plus difficile. Donc c'est encore plus à l'avantage de Pogačar. Et j'ai regardé, évidemment, on est encore loin de la course pour l'instant, mais la météo ne sera pas très très bonne. Ça peut être une donnée très importante aussi. Et Pogačar, sur un vélo, on sait qu'il peut piloter convenablement son vélo. Donc ce sont deux paramètres qui sont à son avantage aussi. Et on a déjà beaucoup parlé, hein. On est au-delà du timing prévu et donc on va raccourcir. Et au revoir, merci. L'épisode Strade Bianche, mais on va pas le raccourcir sans votre pronostic, puisque Gérard, je pense qu'on a tous compris vers quoi on allait. Gérard a déjà, et Rodrigo aussi, ont déjà un petit peu dévoilé leurs pronos. Juste un point d'abord après ce week-end. Il y a un gars qui a cette table qui mérite toutes nos félicitations. On l'applaudit. C'est Jérôme Elguers, bien vu. Tratnik qui s'impose sur le Nieuwsblad. 6 points donc pour Jérôme Elguers, grâce à la victoire de Tratnik. 2 points pour Gérard Bullens, puisque Van Aert a pris la 3e place que vous aviez pronostiquée. Et 1 point pour Rodrigo Benkens, puisque Van Aert, que vous aviez pressenti confondu avec je suis désolé. 2e place. Non, pas du tout. Termine finalement 3e. Mais donc, le règlement qui avait été bien explicité la semaine dernière vous accorde 1 point. Et Grulois, il participe? Ah oui, 0 point. 0 point pour Grulois qui va tenter de faire mieux sur l'Estrade Bianche, puisqu'on a choisi l'Estrade pour notre prono. On aurait pu faire le Samin organisé demain. On aurait pu faire le Grand Prix Criquet-Lyon. Ce seront l'Estrade Bianche. Qui veut débuter? Celui qui est en tête. C'est un peu comme au rallye, en fait. Voilà. Celui qui est en tête ouvre avec un terrain plus délicat. Bonne idée. Ouais, c'est parti. Jérôme Elguers. Je vais prendre moins de risques que pour le Nieuwsblad, mais je vais toujours choisir la Slovénie. Donc en 1, Pogačar. En 2, Ayuso. Et alors en 3, j'hésitais. Non. J'hésitais entre Grégoire et Daniel Felipe Martinez. Je vais mettre Romain Grégoire. C'est noté. Pogačar, Ayuso, Grégoire. Pogačar et Ayuso arrivent ensemble. Oh non, ça je ne fais pas le scénario de la course. Non, okay, Pogačar arrivera tout seul. On aurait pu, si le scénario correspond, donner un petit point bonus, mais tant pis. Vous êtes déjà en tête avec 4 points d'avance, c'est déjà beaucoup. Rodrigo Benkens. Mais donc Pogačar. Sans mauvais jour et sans ennui mécanique, je pense que Pogačar est au-dessus du lot. Maintenant, on rappelle que c'est une course où peut se passer beaucoup de choses. Regardez en Espagne dans une épreuve un mini Strade, Wout van Aert a vu toutes ses ambitions partir en fumée. Donc je suis certainement en 1 Pogačar, en 2 je vais quand même mettre un Visma. Et la tentation, ce serait de mettre Laporte si le temps est mauvais. Mais je vais quand même, j'espère qu'il y aura quand même quelques éclaircies sur la place, la belle place à Sienne. Et donc je vais mettre Kuss en 2. Et alors en 3, un Van de chez Lotto. Eetveld. Et Gils. Et je vais mettre Van Eetveld. Oui, il faut être un peu joueur et un petit peu chauvin. Ce serait intéressant, en tout cas, de voir pour Van Gils et pour Van Eetveld ce qu'ils peuvent faire face à l'armada UAE, parce que UAE va être un peu dans la peau de Visma le week-end dernier. Ça me paraît clair. Et Van Eetveld a déjà fait un beau pied de nez à UAE sur le Tour UAE d'ailleurs. Gérard Bullens. Pogačar en 1. Pidcock en 2, parce que je sais qu'il peut s'améliorer très vite en très peu de temps, et Wellens en 3. Ah, et Wellens en 3. Donc 2 UAE sur le podium, à l'instar de Jérôme Elguers. Et de mon côté,
Je dois tourner les pages parce que je ne sais plus où je l'ai écrit. Et si je ne l'ai pas écrit, je vais vous l'inventer. Ah non, voilà, il est là. De mon côté, je dois jouer en fait, puisque je suis dernier. Donc je vais jouer, mais je vais vraiment jouer et je vais peut-être tout perdre. En 1, Van Gils. Oh. Moi, je propose que s'il gagne, on double les points. Là. En 1, je change à l'instant en direct mon pronostic. En 1, Van Gils. En 2, Grégoire. En 3, Pogačar. Ah, quand même, Pogačar. Ouf, donc c'est quand même pas une épreuve pour espoir. Non, heureusement que vous avez dit sur le Pogačar. point pour Pogačar. Et vous avez bien vu, vous avez vu la tactique. Ouais. Quoi qu'il arrive, s'il est sur le podium, j'ai un point. Donc je mets Pogačar qui peut avoir un petit souci mécanique, une petite crevaison qui fait que... Mais Grégoire, c'est un super coureur. Ouais, très beau coureur. C'est Très beau coureur et il confirme cette année. Ouais. À l'instar de Van Gils d'ailleurs. Voilà pour nos pronos et on sera évidemment, et vous serez, je le sais, tous attentifs au déroulement de la course en faisant peut-être chez vous déjà le petit classement général que l'on vous dévoilera lundi prochain. Rendez-vous donc demain pour le Grand Prix Samin en direct, en télévision, en radio, sur les antennes de la RTBF. Rendez-vous samedi pour les Strade Bianche qui seront suivis directement du final du Grand Prix Criquet-Lyon qui nous tient tous à cœur et particulièrement à vous, Rodrigo. Oh, beaucoup de gens certainement, j'ai encore pu me rendre compte en passant dans le coin dimanche que beaucoup n'ont pas oublié Claudie et n'oublions pas non plus qu'à partir de dimanche il y a Paris-Nice pendant 8 jours, tous les jours sur l'antenne de RTBF. J'aurai le bonheur de commenter cette course avec vous, Gérard, et avec un duel annoncé, Remco Evenepoel-Roglic. Et ce sera très très intéressant de voir ce premier gros duel de l'année. Le téléchargement habituel évidemment sur vos plateformes podcast, sur Ovio également, ce podcast devenu vidéocast. Vous pouvez donc l'entendre, le voir, le regarder à profusion et le re-regarder une deuxième fois si vous n'avez pas tout compris parce qu'on a été très loin aujourd'hui dans les explications tactiques. Merci Jérôme, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Rodrigo. Avec plaisir. Et merci Gérard Bullens. À demain. On vous a laissé rentrer. On va vous laisser sortir ça, également. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Du quartier de la RTBF bien sécurisé. Merci à toutes et à tous et merci à Delphine Canon qui nous accompagne à la réalisation.